Allez. Merci Estelle, merci pour l'invitation. On a un beau parterre, une belle table ronde aujourd'hui avec plein de visages des 25-30 ans actifs à Grenoble qui représentent un peu l'innovation sociale. Donc pour réagir à la définition que tu donnes, c'est vrai qu'elle est assez complexe et lorsqu'on entend la fin, on oublie le début. Donc moi, en réfléchissant, j'ai essayé de trouver une définition plus simple. On vit tous aujourd'hui dans une société plutôt privilégiée, mais qui n'est pas exempte de problèmes, de fragilité sociale ou environnementale. Et l'innovation sociale, c'est tous les moyens qui consistent à essayer de résoudre ces problèmes qui ne sont pas, hélas, aujourd'hui tous résolus par le secteur public ou le secteur privé. Donc on ira dans les détails de ces solutions plus tard, mais elles peuvent être soit en mauvais français top-down, c'est-à-dire venir du haut. Il y a de l'innovation sociale qui vient des grandes organisations. Par exemple, le département de l'Isère travaille là-dessus en ce moment. Bottom-up, donc elle peut venir du bas. C'est des collectifs de citoyens, par exemple, qui vont s'unir pour faire monter un projet. Ça peut être au SAPé parce qu'ils créent un tiers-lieu, par exemple. SAPé en Chartreuse, juste derrière ici. Et ça peut être au niveau plus d'acteurs individuels ou des plus petits collectifs, en l'occurrence des entrepreneurs, qui parleront juste après, et qui décident d'incarner l'innovation sociale pour un besoin bien précis, et qui est d'abord attaché à un territoire, mais qui peut aussi essaimer sur l'ensemble du territoire régional, national, etc. Donc c'est un petit peu les trois catégories d'innovation sociale que je voulais souligner. Et un dernier point, je l'ai déjà un petit peu dit, dans la définition que tu donnes, on en avait parlé, c'est vrai que tu parles d'innovation sociale. Nous, en tout cas chez Ronalpia, on l'entend aussi comme innovation environnementale, parce que le terme d'innovation sociale, c'est probablement une mauvaise traduction de l'anglais social innovation, qui incluait le terme sociétal et environnemental dedans initialement. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas pour ma part, ce soir, quand je dirais innovation sociale, ça peut être aussi des solutions à des besoins ou des problèmes environnementaux. Et d'ailleurs, je pense que Marion, pour Daba, incarne en partie ce sujet-là. Voilà, j'espère que c'était clair. Vous nous entendez toujours dans la salle? Parfait. Alors, dans la salle, je ne sais pas, mais chez Zoom, c'est magnifique. Sur le Zoom, ok, magnifique. Merci. Merci Julien. Donc, en effet, une question à nos entrepreneurs, donc Marion, Marco et Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, en quoi vos projets respectifs s'inscrivent dans une démarche d'innovation sociale, à quoi ils répondent, par quels moyens, et puis nous expliquer un peu comment les projets sont nés. Il y a beaucoup de questions dans la question. Donc, bonsoir à tous. Déjà, on va repartir peut-être un peu de la genèse du projet, parce que peut-être que certains ne connaissent pas encore Daba Consigne. Je vous le conseille. Daba, en fait, c'est déjà cette petite boîte qui en fait a un contenant capable de contenir des milliers de repas et d'éviter des milliers et des milliers de déchets. Daba, c'est aussi une entreprise sociale que j'ai cofondée en 2020 et qui agit pour en découdre avec les emballages jetables liés à la restauration à emporter et livrer. Donc, du coup, de quel constat on est parti et à quels besoins on répond? Aujourd'hui, tout est parti d'un déclic qui était on déballe nos commandes à emporter d'emballages avec des emballages jetables de sushi, par exemple, et on a voulu agir pour avoir un impact positif en dehors de notre propre maison, parce que ces emballages jetables, au final, c'est un problème qui est systémique. Il y a aujourd'hui plus de 2 millions de repas à emporter qui sont consommés chaque jour en France, et c'est des milliers et des milliers de tonnes de déchets qui sont rarement bien recyclés, même quand ils sont compostables, ils sont rarement compostés. Tout le monde n'a pas un compost à la maison et tous les composts ne prennent pas les emballages dits écologiques qu'on nous vend dans la distribution. Du coup, c'est avec ces constats environnementaux et l'urgence réglementaire qu'on a décidé de créer Daba. Donc, quand je parle d'urgence réglementaire, je parle des lois anti-gaspillage pour une économie circulaire et de la loi Egalim qui pose des échéances, comme par exemple le fait que la restauration sur place va devoir passer en réutilisable en 2023. Donc, toutes les chaînes de fast-food que vous connaissez vont devoir arrêter le jetable sur place. C'est quand même un énorme marché avec des besoins à répondre. Et tout ce qui est aussi livraison de repas à domicile pour les seniors.
Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de repas qui sont livrés chaque jour à nos seniors, qui sont faits dans des barquettes en plastique. Et là, normalement, depuis 2022, ils sont censés être en réutilisable. Les lois vont être un peu décalées, parce qu'on est en 2022, tout le monde est encore en jetable. Mais voilà un peu pour les besoins auxquels il est urgent de répondre. Et en fait, d'abord, comment on y répond? On a créé 3 activités qui sont donc un service de consigne pour la restauration emportée et livrée, un service d'accompagnement des plus grosses structures et un service de lavage de tout type de contenants réutilisables. Donc, le premier, en fait, sur le service de consigne, on met à disposition des petites boîtes comme ça aux restaurateurs et ils peuvent ensuite proposer à la vente à emporter et à la livraison les contenants où le consommateur va pouvoir payer une consigne la première fois et rapporter son contenant dans n'importe quel restaurant qui fait partie du réseau d'ABA. À ce propos-là, on a aujourd'hui plus de 85 partenaires sur Grenoble, Lyon et à Chambéry et Annecy. Et donc à Grenoble, ça veut dire que vous pouvez aller manger dans une quarantaine de restos qui sont partenaires d'ABA. Il n'y a plus d'excuses pour limiter ces emballages jetables, vous pouvez y aller dès demain. Et on a limité grâce à ça plus de 40 000 emballages jetables, qui n'auraient pas été faits si en fait on n'avait pas créé d'ABA, parce que les restaurateurs eux-mêmes ne proposent pas des services de consigne où les consommateurs ne pensent pas forcément à ramener leurs contenants dans leurs propres contenants qu'ils ont dans leur placard chez leurs restaurateurs. Les autres services, donc je vais peut-être moins m'étaler dessus, mais c'est un service d'accompagnement de tout type de structure de la restauration. Donc, ça peut être des collectivités qui font du portage de repas à domicile, des cantines scolaires qui veulent se priver des barquettes jetables pour leur service de restauration, etc. Où on va les accompagner de A à Z parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas faire du réemploi. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources humaines pour gérer ce type de projet, alors que nous, on est experts du réemploi de contenants. Donc, quand j'entends réemploi de contenants, parce que des fois, c'est un peu flou, ça veut dire réutiliser des contenants réutilisables. Ça s'appelle le réemploi. Et le troisième service, c'est un service de lavage où là, quand vous n'avez pas la possibilité de laver en interne les contenants, d'ABA va agir comme une blanchisserie en allant chercher en fait, les contenants dans les points de collecte et les laver pour les remettre en circuit. Du coup, en fait, ces activités elles peuvent faire penser souvent à, on va dire, les filières de nos grands-mères. La consigne, c'est un peu l'époque de nos grands-mères, etc. Et en fait, c'est quand même tout un process à réinventer, une filière à réinventer avec nos nouveaux modes de consommation. Et nous, d'abord, comment on fait pour faire de l'innovation sur ces marchés-là qui peuvent paraître un peu vieillots? On développe des outils numériques qui vont nous permettre de fluidifier les flux de contenants, qui vont nous permettre de tracer vraiment les utilisations des consommateurs. Et par exemple, on a développé une application mobile que vous pouvez tous télécharger qui s'appelle d'ABA Consigne sur l'App Store et Google Play, qui permet en fait de gérer sa consigne soi-même directement avec les restaurants, etc., de suivre son impact, donc savoir combien de déchets on a évité grâce à d'ABA, etc., et en fait qui nous permet, nous, de décupler notre impact. Et ça, par exemple, déjà que prendre une consigne chez son commerçant, ce n'est pas quelque chose qui est bien développé aujourd'hui en France, mais télécharger une appli pour aller acheter sa consigne chez son restaurateur, je pense que ça, on peut parler d'innovation sociale là-dedans. Voilà un petit peu ce sur quoi on agit, et sachant qu'on met au cœur de notre offre aussi le développement en co-construction avec nos restaurateurs et les consommateurs, les citoyens qui ont envie de participer à la création de notre offre et de nos solutions. Merci Marion. Salut à tous, je m'appelle Sébastien. Je suis avec Marco, on est 2 cofondateurs de Andiamo, à l'italienne, donc l'accent c'est pour ça. Andiamo en italien, c'est-à-dire on y va. On a créé ensemble Andiamo parce que, en fait, on s'est rendu compte que quand une personne est à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant, ou même quand vous serez bientôt jeune papa, jeune maman, quand vous serez avec des enfants en poussette, qu'en fait, on n'a pas suffisamment d'informations pour planifier tranquillement son itinéraire. En fait, à chaque fois qu'on se déplaçait, on se rendit compte qu'on n'avait pas l'information quels sont les trottoirs accessibles à aménager, quels sont les passages piétons sécurisés pour quand tu te déplaces en poussette ou en déambulateur. Julien, bientôt en déambulateur, senior, c'est aussi une cible. Et du coup, on se disait, c'est pas possible de ne pas avoir ces informations-là. Du coup, on a regardé Google Maps, on a regardé Moovit ou Citymapper, des gros calculateurs d'itinéraire que tout le monde connaît. Et on a trouvé ça fou que tous ces calculateurs-là ne prenaient en compte qu'un type de mobilité, le type valide, entre guillemets, qui ne prenaient pas en compte tous les besoins de mobilité qu'on pouvait avoir
de manière permanente ou temporaire. On a trouvé ça encore plus fou quand on a regardé que Google Maps, par exemple, le mode piéton. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mode piéton, l'itinéraire tracé est au milieu de la route. Il ne prend même pas en compte la distinction entre le trottoir gauche et droit. Et il prend encore moins en compte du coup, l'accessibilité de ces trottoirs. Et on s'est dit que là, il y avait un grand manque, un besoin qui était mal ou pas du tout finalement répondu, et que ça posait problématique parce que si on ne connaît pas l'itinéraire, que finalement on se débrouille, on est bloqué tous les 2 mètres par des travaux, par des obstacles ou par un trottoir trop élevé, finalement on perd de l'autonomie dans sa mobilité. On n'est pas du tout serein parce que du coup on est obligé de rouler sur la piste cyclable ou sur la route parce que le trottoir n'est pas aménagé ou la largeur du trottoir est trop étroite. Donc, du coup, on n'est pas serein, on perd la liberté, on perd l'autonomie. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a un fort isolement des seniors, des personnes en situation de handicap. On se rend compte qu'il y a un fort taux de chômage. Tu m'étonnes parce que les personnes, elles ne savent même pas comment sortir de chez elles et se rendre au Pôle emploi ou se rendre dans l'entreprise où il y a l'entretien d'embauche. Donc, en fait, la mobilité, on se rend compte que tous les jours, on bouge, tous les jours, nous, ça nous paraît tellement évident. On est tellement libre, mais qu'on a la mobilité réduite, du coup, on a ce manque d'information qui brise cette chaîne de déplacement et nous enlève cette autonomie de déplacement. Donc, nous, on crée le premier Google Maps à la française, adapté en fait, au vrai niveau de mobilité de votre personne. On vous recommande le bon trottoir, le bon arrêt de transport en commun où aller. Je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais par exemple, Paris, voilà, il y a des arrêts de métro qui ne sont pas du tout accessibles, aménageables, les lignes non plus. Les bus, ils le sont, mais du coup, il faut que l'arrêt soit aménagé, il faut que la ligne aussi soit équipée. Donc, c'est plein d'infos jusqu'au lieu, finalement. Parce qu'il y a plein de gens qui cartographient les lieux. Nous, on a commencé par là, on s'est dit, on va peut-être faire la même chose, mais finalement, si tu ne sais même pas comment te rendre dans le lieu, à quoi bon, finalement, savoir que tel commerce est accessible, mais on ne te demande pas l'information pour s'y rendre. Donc, voilà, donc, l'innovation sociale, pour nous, c'est rendre l'autonomie à toutes ces personnes-là qui, finalement, bout à bout, compte beaucoup de personnes, puisque c'est 12 millions de Français, de manière temporaire ou permanente, ça sera mobilité réduite. Voilà. On va aborder le deuxième point de cette table ronde qui concerne plutôt le financement des innovations sociales. On entend très mal cette fois-ci, excusez-moi. Merci Estelle. Merci. C'est bon? Vous entendez? Super, parfait. Donc, on va aborder le deuxième point de cette table ronde qui est plutôt sur le financement de l'innovation sociale. Et donc, pour ça, on va s'adresser à Mathieu. Donc, quels sont les différents types de financement pour les innovations sociales et est-ce qu'il y a des critères en particulier pour ça? Je vais te faire passer mon micro. Merci en tout cas pour poser la question parce que c'est un vrai sujet, ça, et c'est finalement aussi le nerf de la guerre. C'est toujours obtenir des fonds pour pouvoir réaliser l'action sociale, finalement, qu'on soit de n'importe quelle structure juridique, c'est-à-dire qu'on peut être une entreprise comme une start-up ou une association, mais aussi, par exemple, une collectivité publique qui veut aussi réaliser, agir aussi au niveau social. On va avoir besoin de fonds. Donc, en fonction de la place où on se situe, on va aller chercher deux types de fonds. Donc, je vais mettre de côté tout ce qui est le côté public, parce que c'est assez spécifique, c'est des fonds qui viennent d'État avec des décisionnaires, c'est très particulier. Donc, je vais plutôt m'intéresser au côté privé. Donc, quand on est une structure privée de type associatif ou entreprise, en fait, on va aller chercher deux types de fonds, soit des fonds plutôt publics, justement, donc de l'argent public à travers différentes sources de financement. Donc, on va avoir, par exemple, des appels à projets qui vont pouvoir être sur une thématique bien dédiée
du coup, avoir une enveloppe de fonds pour financer des projets. Donc, ça peut être, par exemple, pour l'environnemental, ça va être beaucoup l'ADEME qui va avoir toutes les années des différents appels à projets sur d'autres thématiques, mais on retrouve aussi la Caisse des dépôts qui, des fois, a des appels à projets aussi liés à des enjeux environnementaux. On peut avoir des appels à manifestation d'intérêt aussi mis en place par des collectivités publiques, par exemple. Juste, je vous alerte sur le point de l'appel à projet parce que souvent, c'est décaissé en plusieurs tranches. Donc, si vous êtes bénéficiaire d'un appel à projet, faites attention à votre trésorerie parce que des fois, vous allez devoir avancer des dépenses avant d'être remboursé, enfin, avant d'être financé par la subvention. Donc, il y a vraiment, c'est toujours une zone de risque, par contre, à ce niveau-là. Ensuite, quand on parle d'innovation sociale, on parle aussi d'innovation. Donc, en fait, il y a des subventions qui sont liées à l'innovation, qui sont aussi ouvertes à l'innovation sociale. Quand on m'a présenté, on a dit que j'ai travaillé avant chez BPI France. BPI France finance, par exemple, de l'innovation sociale. C'est pas ce qui finance le plus. Mais néanmoins, moi, je vous invite à aller les contacter parce qu'en fait, c'est aussi en allant les voir, en leur montrant qu'il y a une demande, que ça peut faire bouger les lignes. Parce que ça fait partie des 6 critères d'innovation que finance BPI France. Donc, c'est important de leur rappeler aussi parce qu'ils ont trop tendance à s'orienter toujours techno. Donc, moi, je trouve que c'est bien aussi de faire pression par l'externe parce qu'en interne, il y a aussi des salariés qui, justement, font pression pour que l'innovation sociale soit de plus en plus financée par BPI. Donc, par exemple, la bourse French Tech, qui est une subvention à l'innovation très connue, elle finance aussi l'innovation sociale. Et il y a aussi, par exemple, le dispositif Startup & Go, donc, qui finance aussi l'innovation sociale, même s'ils sont très orientés tech. Malgré tout, il y a quand même le critère social qui peut être pris en compte. Donc, par exemple, à bénéficier d'ABA sur le dispositif Startup & Go. Après, donc, il y a des subventions locales qui, là, sont cas par cas en fonction des collectivités, des mairies, des métropoles. Vous allez avoir différents appels à projets, appels à manifestation d'intérêt qui vont être mis en place. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi les marchés publics auxquels vous pouvez potentiellement répondre si vous avez les épaules suffisamment solides pour pouvoir le faire et qui peuvent permettre des fois aussi de pouvoir continuer votre action, l'action sociale en tout cas de l'entreprise. En sachant que bien sûr, du coup, il y a des subventions qui sont éligibles que pour des associations, d'autres qui sont éligibles que pour des entreprises. Donc, il faut toujours bien regarder le critère d'éligibilité. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a certaines structures, notamment orientées innovation sociale, qui créent une association, une entreprise, des fois même un fonds de dotation, parce qu'en fait, c'est une optimisation finalement de la récolte de fonds pour pouvoir toujours arriver à mettre en place le projet pour lequel elle récolte des fonds. Après, il y a le côté privé. Donc, sur le côté privé, on va retrouver tout l'argent qui vient des fonds de dotation, par exemple les dons ou le mécénat de compétences avec les fondations privées. Donc là, il faut regarder, il y en a pléthore. Elles ont toutes des orientations spécifiques. Par exemple, je crois que la fondation M6 aime bien financer les projets qui touchent le milieu carcéral, par exemple. Donc, il faut bien regarder quelle fondation ne finance pas, mais c'est possible. Et après, ces fondations, des fois, elles ont aussi des concours. Donc, par exemple, Aviva, qui a le concours de la fabrique Aviva, qui est très connu, auquel on a d'ailleurs aussi une lauréate ici. donc voilà, il faut vraiment regarder le côté privé aussi. Il ne faut pas oublier l'aspect des fonds d'impact. Quand on est une entreprise sociale et qu'on veut lever des fonds, il y a des fonds d'impact qui sont là aussi pour du coup participer autour de table et pouvoir intervenir dans la levée. Et d'autant qu'ils ont des engagements bien spécifiques liés au fonds d'impact. Par exemple, donc France Active, qui fait partie du réseau dans lequel je travaille, dispose d'un fonds d'impact. Et après, on a tout bonnement des prêts bancaires assez classiques qui peuvent aussi financer des innovations sociales. Et on a des prêts bancaires ou des financements plutôt en dette bancaire, comme peut le faire par exemple Purescope ou peut le faire France Active, qui peuvent aussi du coup financer plutôt sous forme de dette bancaire des projets plutôt d'innovation sociale. Exhaustif. Ok, merci. Eh ben, merci pour toutes ces infos très précises. Ah, oui.
Une question donc, pour les entrepreneurs. Comment vos projets sont financés au départ? Comment ils se financent maintenant? Je crois que vous avez compris qu'avec la barre, on mangeait à tous les râteliers. Au tout début, notre activité n'a pas nécessité énormément d'investissement. Donc, avec mon associée Caroline, on était 2 et on avait des droits au chômage, donc on ne se rémunérait déjà pas. Et on a dû acheter une flotte de contenants, donc on les a achetés en fonds propres. Et ensuite, en fait, comme ça a très bien marché à Grenoble, de vendre le service aux restaurateurs, plus de générer de la trésorerie avec les consignes, on a pu rembourser nos fonds propres. Donc ça, c'était vraiment le tout démarrage et où avec très peu de moyens, on a déjà eu un petit peu un impact et quand même plusieurs dizaines de partenaires. Et en fait, on s'est très vite mis à postuler à des concours, en fait, tout simplement. Donc, des concours surtout locaux à la base. Donc, par exemple, les Innotrophées, le Rotary 38. Il y en a tellement que après, je ne sais plus. Et donc, on gagne des petites sommes, 2-3 000 euros qui nous permettent de réinvestir dans des contenants. Après, on avait besoin un peu de passer à la vitesse supérieure. Donc, comme Mathieu le disait, on a postulé à la Fabrique Aviva, donc il y a un grand concours national qui fait appel à des votes de la communauté, des internautes, etc. Et où là, on a fait partie des 15 lauréats nationaux qui nous ont permis de remporter 60 000 euros. Donc ça, pour nous, c'était genre une montagne énorme. Après, quand on les a dans le compte, on se rend compte que c'est beaucoup et petit à la fois. On ne peut pas faire de grandes choses dans une entreprise avec 60 000 euros. Et du coup, la phase d'après, ça a été tout ce qui était prêt d'honneur, donc avec Gaïa, par exemple, prêt bancaire, donc avec notre banque, et tout ce qui est aide, subvention, donc côté public, la métropole de Grenoble qui nous soutient, le Grand Lyon également, vu qu'on s'est lancé à Lyon entre-temps, un peu de Citeo, donc qui est l'organisme comment expliquer ça? L'organisme qui fait des études sur tout ce qui est recyclage, réemploi, etc. Je laisserai aller checker si vous voulez en savoir plus. Donc un petit peu partout. Et là, on réfléchit à faire des levées de fonds un peu plus conséquentes pour pouvoir décupler notre impact et aller plus vite et aller plus loin. S'entourer aussi de profils, de pouvoir embaucher des profils compétents dans des domaines très spécifiques, etc. Et donc là, on cherche plutôt des fonds à impact qui ne demandent pas une grosse rentabilité comme des fonds classiques peuvent le demander, parce que la consigne, il faut laver un énorme volume de contenants pour être rentable et créer un business qui est périn. Et aussi, tout ce qui est business angel, ça peut rentrer dans l'équation. Pour l'instant, on est en cours plutôt de veille, donc j'en dis pas plus pour les grands fonds. Et oui, la BPI pour French Tech qui nous a pas mal aidé, et ça, justement, cette bourse French Tech de la BPI nous permet de travailler sur la V2 de notre application avec de l'UX design. Donc, c'est optimiser tout ce qui est parcours consommateur, etc. et travailler justement cette innovation qu'on a, cet outil numérique qui soit le plus simple possible et adopté par tous. Donc, ça fait partie un peu du projet qu'on finance avec la BPI. Nous, on a la mafia italienne derrière nous, donc les millionnaires. Non, et depuis le début, non, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'en France, on dit, pour caricaturer, que le Pôle emploi est le premier financeur. Parce que, sauf si tu es étudiant, si tu as travaillé pendant 2 ans avant, tu touches le chômage, et la plupart des gens font ça. Après, nous, dans le cas, nous, on était fraîchement diplômés, donc on n'a pas pu le faire. Moi, je trouve qu'une première source de financement, c'est déjà en fait, le chiffre d'affaires. Et on l'oublie assez souvent. Dès le début, lors de la création, on peut, dès le début, vendre quelque chose, un prototype ou une première version d'un produit ou de service. Et moi, je trouve que c'est le réflexe le plus logique, entre guillemets, qui est d'avoir du financement avec ton produit ou ton service et créer de la valeur chez ton client ou chez le bénéficiaire et en même temps être rémunéré. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance, dès le début, à se dire il nous faut beaucoup de fonds, beaucoup de trésorerie pour se lancer, pour créer le produit, pour aller voir les clients, alors que je pense que dès le début, on peut vendre à des petits montants, mais à notre échelle de ce qu'on est capable de faire déjà et de pouvoir tester assez rapidement. Parce que le but, c'est aussi de tester si
OK, on répond à un besoin sociétal ou environnemental, mais c'est un acheteur de l'autre côté aussi qui est prêt à mettre du financement ou des sous pour acheter la solution que tu apportes. Mais c'est vrai que du coup, au début, que ce soit des produits à service, il faut avoir un peu de fonds, ça c'est vrai. Donc, il y a des prêts d'honneur. Après, il y a des différents prêts d'honneur participatifs à l'entreprise à des taux d'intérêt qui sont très avantageux, avec des garanties BPI ou des garanties autres qui permettent de ne pas mettre tes cautions personnelles. Et du coup, c'est à l'entreprise et que du coup, c'est un peu plus, je trouve, un peu plus rassurant, entre guillemets, même si ça ne donne aucune raison supplémentaire de planter ta boîte, mais tu as moins de pression sur tes épaules. Juste par exemple, pour revenir sur le premier financement, je trouve que nous, c'est qu'il y a le chiffre d'affaires. Par exemple, nous, on est allé très rapidement voir l'office de tourisme, parce que nous, on a commencé avec des itinéraires touristiques accessibles pour familles poussettes et fauteuils roulants. Et le premier rendez-vous, je me rappelle, on est arrivé, on n'avait pas de site internet, on n'avait pas un GPS déjà tout prêt, tout fait. Donc, du coup, déjà, présenter le concept sur un papier, on avait dessiné ce que c'était un concept d'itinéraire touristique, en montrant qu'on faisait bien la différence entre les trottoirs, qu'on mettait des musées accessibles. Et déjà, finalement, on avait réussi à le vendre. Je me rappelle, on avait vendu à 1 500 €. Et voilà, on disait, voilà, on va faire la même chose sur des PDF ou des dessins imprimés, avant de parler de numérique ou de GPS très abouti. Et je pense qu'on peut avoir cette approche-là de OK, nous, le but ultime, c'était le GPS, de concurrencer Google Maps. On savait très bien qu'on allait devoir lever des fonds au début. On s'est dit, petit à petit, on peut vendre quelque chose dès les premières semaines. Et je pense que c'est une attitude qui peut être sympa à avoir dès le début. Et à présent, une question pour Laura. Comment assurer la pérennité d'une innovation sociale ? Merci pour cette question. Alors, ce n'est pas une question qu'on va pouvoir traiter, je pense, en 5 minutes, du coup, mais je peux donner quelques axes de réponse. Tout d'abord, un premier gage de pérennité dans l'innovation sociale, c'est d'avoir un modèle économique qui est viable. Alors, c'est la même chose pour toutes les entreprises, mais c'est d'autant plus compliqué pour les entreprises d'innovation sociale qu'elles ont souvent un modèle économique hybride, comme le disait tout à l'heure Mathieu. Donc, un modèle économique hybride, c'est des ressources finalement qui viennent de plusieurs sources. Et souvent, ces ressources, elles sont directement liées à l'externe et directement impactées par les opportunités et les menaces du marché. Ce qui rejoint du coup le deuxième point de comment garantir finalement la pérennité d'une innovation sociale. C'est aussi pour l'entreprise de mettre en place une méthodologie de veille, d'analyse et de prise de décision qui lui permet finalement d'adapter son modèle économique aux fluctuations du marché. Un autre enjeu aussi, c'est celui de la gouvernance, et j'insiste sur ce point-là parce que pour le coup, à Alter Incube, on accompagne des entreprises dans l'innovation sociale et qui ont une dimension collective, c'est-à-dire qui font entrer dans leur gouvernance les acteurs directement ou indirectement impactés par l'innovation sociale. Et en fait, cette dimension collective est vraiment gage de pérennité, déjà en interne, parce que la structure peut se reposer sur un comité de pilotage qui est là donc, pour enrichir la proposition de valeur et qui est là aussi pour garantir la raison d'être de l'entreprise, et aussi en externe, parce qu'en faisant rentrer les acteurs du territoire, les acteurs de la filière dans la gouvernance de l'entreprise, finalement, l'entreprise s'assure de mobiliser et de fédérer un réseau. Et lorsqu'elle aura peut-être une difficulté ou lorsqu'elle aura besoin de trouver des ressources qui sont humaines, matérielles, immatérielles, elle pourra directement se reposer sur ce réseau déjà convaincu et déjà présent parce que aussi partie prenante du projet.
Au-delà des structures porteuses de l'innovation sociale dont je viens de parler, le vrai enjeu finalement, c'est de garantir la pérennité de l'innovation sociale en elle-même. Si je distingue les deux, c'est parce qu'il se peut qu'on tombe sur une entreprise qui soit pérenne, qui ait 15-20 ans d'existence, qui ait tous les indicateurs au vert et finalement qui se soit éloignée de l'innovation sociale qu'elle porte. Donc, on peut avoir une entreprise pérenne, mais une innovation sociale qui ne l'est plus, qui n'est plus rattachée aux besoins du territoire et qui apporte une solution qui n'est plus adéquate et une solution qui n'est plus transformatrice de la société. Et dans ce cas-là, on s'éloigne donc de la pérennité de l'innovation sociale. Et pour garantir cela, du coup, et de ce que je comprends de ce que tu disais, Marion, c'est aussi ce que tu fais en tout cas dans ton entreprise. Nous, on invite et on sensibilise les porteurs de projets dès le démarrage à mettre en place des indicateurs et à mesurer l'impact de l'action sur le territoire pour finalement garantir le fait de ne jamais s'éloigner de l'impact sur le territoire. Et enfin, un point essentiel pour garantir la pérennité de l'entreprise, et là je pense que tous les acteurs de la table ronde seront d'accord avec moi, on est sur un territoire finalement où il y a beaucoup de structures d'accompagnement à la création, à l'émergence, au développement des entreprises. Et du coup, j'invite finalement tous les porteurs de projets qui ont une innovation sociale, qui ont envie de porter et d'œuvrer dans ce sens, à se rapprocher d'une structure qui peut l'accompagner au mieux. Et ce, tout au long de sa vie. Et même une entreprise en difficulté aujourd'hui peut trouver des ressources pour faire face. Merci pour cette réponse très complète. Et ça nous amène à la troisième partie de cette table ronde qui porte sur les enjeux des innovations sociales. Et ma première question sur cette thématique s'adresse à Marion, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation sociale, mais est-ce que pour être un entrepreneur social, il faut forcément innover ? Bonne question. En fait, ça dépend un peu de ce que ça veut dire dans ta tête l'innovation, parce que c'est vrai que par innovation, aujourd'hui, on entend beaucoup aussi innovation technologique, technique, beaucoup de recherche, beaucoup de développement sur un produit, il va y avoir quelque chose vraiment qui sorte du lot, on va dire. Alors que finalement, enfin, pour moi, en fait, répondre à des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins, enfin, dans l'écologie, voilà, on sait, il y a beaucoup de gunwashing, mais on sait quand même qu'il faut agir pour réduire nos déchets, réduire nos émissions de CO2, etc. Et du coup, on apporte des nouvelles solutions pour y arriver. Et du coup, pour moi, c'est de l'innovation. Et du coup, c'est quand on répond à vraiment un problème sociétal, pour moi, tout est innovant, en fait. Parce que nous, on revient à un ancien modèle, mais au final, avec la consigne, on revient à un ancien modèle, mais on le fait avec des nouveaux usages et des nouveaux modes de fonctionnement. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond exactement. Je parle même de la question. C'est bon. Ouf. Ah, Est-ce que c'est indispensable d'innover quand on a un projet social? L'innovation est un concept assez à la mode. Est-ce qu'on peut réussir ou en tout cas faire avancer son projet sans dire pour autant qu'on fait de l'innovation sociale? C'est peut-être trop complexe pour moi. Vous avez 4 heures. Non, c'est étonnant, c'est vrai qu'on ne s'est jamais dit depuis qu'on s'est lancé qu'on innove. C'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on se dit entre nous. Même au sein des incubateurs, on ne dit pas on fait de l'innovation, c'est vrai. Moi, je préfère dire, c'est vrai que l'entrepreneuriat a impact, moi j'aime bien, c'est vraiment le terme que je préfère. Après, très souvent, on nous colle souvent des étiquettes. Par exemple, nous, on nous colle l'étiquette, mais qui est bien, hein, mais la tech for good, dans le sens où on développe une grosse technologie pour le bien
et il faut la technologie pour faire du bien. Alors je suis d'accord qu'il ne faut pas une grosse innovation technologique pour avoir un impact. Même parfois, c'est ça qui est étonnant, parfois c'est l'inverse, parfois tu peux avoir un gros impact uniquement avec que de l'humain, sans apporter la technologie. Nous, on se disait, notre mission, c'est rendre la mobilité plus inclusive. C'est ça, vraiment notre mission. Donc, nous, on est parti sur du GPS, qui, quand même, on a orienté vraiment nos startups très technologiques, mais on aurait pu l'orienter vers une startup vraiment pas du tout technologique. On aurait répondu, je pense, à la même mission. Typiquement, il y a plein de personnes malvoyantes qui ont besoin d'apprendre des nouveaux trajets, qui ne connaissent pas par cœur, mais apprendre à se déplacer pour la première fois. On aurait pu mettre en relation des gens comme des Julien qui va accompagner Yvonne à faire son premier trajet pour découvrir le quartier. Mais on aurait mis juste en relation. Ce n'est pas une innovation très forte technologiquement, mais l'impact est là. Après, nous, on a pris, voilà, notre mission, c'est rendre plus inclusive, mais aussi améliorer l'autonomie. On s'est dit que Julien accompagne Yvonne, c'est bien une fois, mais l'objectif, c'est qu'Yvonne se sente tranquille et en sécurité pour ses prochains trajets qu'elle ne connaît pas. Donc, est-ce qu'on a besoin tout le temps? Le but, c'est que finalement, Julien soit temporaire et qu'il ne soit plus là au bout de 2 mois. Et peut-être la technologie apporte cette autonomie-là. Mais bon, nous, on n'est pas sûr à 100%. On a pris cette orientation-là aussi parce que du coup, faire de la technologie, c'est un peu ce qu'on a fait dans les études. Et ça apporte de la valeur, ça apporte beaucoup de valeur dans une startup qui a aussi un fort contenu technologique. Mais c'est vrai que c'est étonnant, on ne dit pas qu'on innove avec Marco, on ne dit pas qu'on innove. En fait, on adapte le produit. C'est pas, on n'invente pas rien de spécial. Peut-être que si vous n'êtes d'accord. Il change juste le mode de consommation, d'utilisation. Désolé pour l'accent. C'est pas adapté. Non, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que on ne réinvente pas la roue, au contraire, on essaye de l'adapter pour les plus fragiles, pour les personnes qui sont oubliées. C'est vrai qu'il et on valorise déjà. C'était une bonne phrase pour finir ça. Et c'est super de parler de ça parce que notre prochaine question est sur le lien entre l'innovation sociale et l'écologie. On t'entend de nouveau moins bien, Estelle. Ouais, merci. Donc là, on a une question qui fait le lien entre l'innovation sociale et technologique. Julien, selon toi, comment va évoluer ce lien ? Alors, grande question, juste pour revenir sur ce qui a été dit avant, parce que je trouve que c'est vraiment le cœur de la question. L'innovation sociale, la définition, à quoi ça sert. C'est vrai que du côté des entrepreneurs, à la limite, vous en fichez que ce soit de l'innovation ou pas, vous avancez, vous répondez à un besoin. Je dirais que la plupart du temps, nous, on voit passer beaucoup d'entrepreneurs chez Alter Incube, Gaia ou Ronalpia. La plupart des bonnes recettes, elles existent déjà, que ce soit dans le quartier d'à côté, ou à Bogota, ou à San Francisco. Donc, la plupart des bonnes idées ont déjà été inventées, il suffit de les réadapter à son territoire. Le système de consigne, il existait il y a 100 ans. Je pense qu'il existe encore dans certaines villes, peut-être plus en Allemagne ou des endroits comme ça. Vous le réadaptez à votre territoire. Donc, c'est innovant pour le territoire, d'une certaine manière. En Diamo, voilà, le GPS, ça existe depuis un moment. Google Maps fonctionne très bien, mais vous l'adaptez à un besoin qui n'était pas satisfait. Donc, vous vous en fichez de l'étiquette, en fait, vous avancez. En revanche, là où ça peut être utile, effectivement, parfois, quand on est porteur de projet, là, on a un focus quand même assez porteur de projet sur l'innovation sociale parce qu'on a des entrepreneurs sur la table. C'est utile d'être un peu finot, d'être un peu malin et de savoir entrer dans certaines cases, notamment pour accéder à certains financements. Les bourses, les aides, les subventions, etc., qu'a cité Mathieu de façon exhaustive, ça peut être un plus d'expliquer pourquoi on est innovant socialement ou environnementalement. Donc forcément, il y a un petit peu de, je ne vais pas dire social washing, mais plus
pardon pour le mauvais français, mais de storytelling. On va raconter une histoire, une belle histoire, en disant voilà, c'est un besoin qui existe, personne n'y répond, c'est terrible. Les services publics, le secteur privé n'y arrive pas, peut-être parce que ce n'est pas rentable ou que le besoin n'est pas assez important. Et ben nous, on va le faire, c'est innovant, etc. Donc, il y a une belle histoire, il y a des belles startups, entre guillemets, et ça permet de débloquer des financements. Donc, le terme, il peut être utile. Maintenant, pour faire le lien avec ta question, Estelle, à Grenoble, on est c'est une terre d'innovation technologique depuis très longtemps. Il semble même que l'ancien maire de Grenoble, Michel Destot, était chercheur, physicien, quelque chose comme ça. Et puis les maires d'avant, potentiellement aussi. Je pense que ça, c'est un milieu, donc déjà, je connais moins, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais où, pour le coup, l'innovation est vraiment nécessaire. Si ton objet a déjà été inventé, le brevet existe déjà, donc tu ne peux pas aller dessus, donc ça ne sert à rien. Il y a toute cette question de brevet, en fait, qui bloque, qui fait que l'innovation doit être complètement nouvelle, exclusive, ou elle n'est pas. Et donc, ta question, c'était le lien entre l'innovation technologique et l'innovation sociale. Je pense que le lien est de plus en plus fort parce que c'est l'évolution de la société actuelle qui est de plus en plus numérique, qui est de plus en plus distancielle, qui est de plus en plus motorisée. Donc, le lien augmente. Et je terminerai juste en disant, en tout cas, nous, les acteurs ici de l'accompagnement et puis les entrepreneurs, on fait tout pour que, en tout cas, nous, on se bat pour que l'innovation sociale qu'on défend ne soit pas détruite, dématérialisée, déshumanisée par le numérique, par exemple, ou par le tout technologique. Je donne peut-être un exemple de projet, parce qu'au final, il y en a plein. Là, à Grenoble, va s'installer un chouette projet que vous avez dû soutenir, Gaïa, j'imagine, des petites cantines. Donc, c'est un système de cantine de quartier qui n'existait pas, plus à Grenoble en tout cas, qui existe ailleurs en France. Donc, c'est une cantine intergénérationnelle dans laquelle chacune peut s'inscrire pour aller cuisiner un midi dans la semaine. Et en fait, ça crée du lien social, ça répond à un besoin sociétal de fracture entre les générations. Ça va s'installer vers le parking Philippeville, vers le jardin de vie. Voilà, c'est une vieille recette, mais c'est innovant socialement. Ça n'a pas besoin de tant d'innovation techno que ça, à part un petit peu de communication et de marketing sur Internet. Et voilà, et tout le monde sera content et ça réunira autant des scientifiques de pointe que des gens du quartier lambda, entre guillemets. Donc voilà, j'ai un peu digressé sur ta question, mais... Et entrepreneur, je ne sais pas si vous voulez réagir. Si vous voulez réagir, notamment pour Daba avec l'application qui arrive. Et puis bon, Sébastien, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais si vous voulez compléter. Je réfléchis si j'ai un truc à apporter. Non, mais c'est vrai que nous, sur cette application mobile, par exemple, qu'on lance, qui pourrait être plus entre guillemets une innovation technologique pour répondre aux besoins sociaux auxquels on adresse. On n'est pas sûr de nous aujourd'hui, on n'est pas sûr si on fait le bon choix et si en fait demain c'était vraiment de développer cette application mobile qui nous permet de décupler notre impact ou si c'était de rester à notre ancien système parce que de toute façon les restos ça reste un petit volume de contenants et qu'en fait il fallait plus s'adresser à une autre cible grand compte et développer donc un outil de traçabilité des contenants, donc d'avoir un QR code sur chaque contenant qui permette après avec un outil professionnel de scanner un QR code, de savoir combien de contenants on a sans les compter dans une caisse, etc. Voilà, nous, on a pris l'angle pour l'instant consommateur en se disant il faut on va dire, creuser ce réseau de restaurateurs, les consommateurs, les citoyens engagés, vraiment rendre ça plus ludique et créer un engouement autour de notre projet aussi. Mais après, l'avenir dira si cette application était vraiment utile. Et je crois, Julien, qu'on a, sans le citer, on a un projet chez Onalpia qui avait monté une application mobile qui est sur le rapprochement, enfin l'indépendance des seniors, etc. Et qui finalement ont créé une application mobile et qui n'a pas été forcément utile et où en fait maintenant ils reviennent à l'humain, à la création d'établissements, etc. Nous, c'est quand on avait discuté avec cette personne, par exemple, c'était merde, on fait une appli mobile, il ne faut vraiment pas qu'elle soit trop chère parce qu'on va la tester déjà, voir si ça marche et après on fera un truc mieux, quoi. C'est bien. Oui. Nous, on veut innover
donc adapter, mais aussi améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Donc aujourd'hui, pour l'améliorer, il faut passer obligatoirement par le téléphone. Donc ça veut nous rendre plus autonomes. Et avec Sébastien, aujourd'hui, par exemple, on a rencontré une association de malvoyants et ils veulent participer avec nous à la création du prototype du GPS parce qu'ils trouvent important eux aussi de sortir de l'isolement, comme disait Sébastien. Et aujourd'hui, grâce aussi au téléphone, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais on est obligé de passer par là. Quelque chose? Non? Merci à tous. Si vous n'avez rien à ajouter, on peut peut-être passer aux échanges avec le public. Donc, je vais faire passer le micro. On ne vous entend pas, désolé. Ça doit être super intéressant, mais s'il vous plaît, on ne vous entend pas. La première question qui a été posée sur le Zoom était destinée à Laura. Avez-vous pensé à poser des brevets et vous financer grâce à cela, en plus de vos prototypes? Moi, je pensais aussi que c'était plus pour Marion. Alors, est-ce que tu as pensé à déposer des brevets pour vous financer? Si je peux me permettre, j'ai posé à peu près la même question. C'était à la fois effectivement pour vous, mais également pour Sébastien. Alors nous, il n'y a pas vraiment de brevet, je pense, à déposer parce que des applis Concile, ça existe. Du coup, on est innovant sur notre territoire, comme disait Julien, mais en fait, ça existe déjà. Alors, pas forcément dans le même fonctionnement que nous sur la gestion de la consigne monétairement parlant avec les consommateurs, mais ça existe déjà. Il y en a 2 en France qui sont en train de se lancer, qui sont plus en mode Startup Nation et qui viennent de l'étranger. Mais sinon, nous, on est un peu le premier projet français à faire vraiment une application mobile. Il y en a d'autres qui font une web app, par exemple, donc sans avoir besoin de télécharger une appli. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à breveter. Voilà, après, on a déposé notre nom à l'INPI. Alors ça, j'entends pas mal d'entrepreneurs qui font l'erreur. C'est juste quand on crée sa marque, on vérifie qu'elle n'existe pas déjà sur le même type d'activité et on dépose sa marque à l'INPI pour éviter que dans 6 mois, on doive changer de nom d'entreprise. Ça, je pense que c'est le b.a.-ba à faire pour tout le monde, qu'on soit innovant ou pas, parce qu'on a déjà eu des projets qui ont dû changer de nom, par exemple. Mais sinon, à part ça, on n'a rien déposé. Pareil, pour compléter, on a déposé uniquement la marque, qui est importante, c'est vrai, qui peut être protégée. Après, tout ce qui est technologique, c'est assez compliqué. Nous, c'est que du software, que du logiciel ou algorithmie, qui est non brevetable. En revanche, par exemple, dans les dossiers dont tu faisais écho, très souvent, on vous demande, est-ce que votre solution est brevetable? Ou très souvent, il y a l'équivalent, est-ce que vous avez des verrous, soit du coup des verrous technologiques, ou des barrières à l'entrée pour les concurrents. Parce que très souvent, il faut bien sûr dire la valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Et là, sans les brevets, vous pouvez du coup avoir des fortes barrières technologiques à mettre en avant. Nous, typiquement, comment on collecte la donnée de l'accessibilité. Notre manière maintenant, c'est de traiter des images satellites, comme des images Google en 3D, les analyser avec des algorithmes de traitement d'images pour automatiser la collecte. Toi, ça, c'est comment tu te différencies des autres, comment tu t'exécutes en fait plus vite, mieux, de manière plus scalable. Ça, ce n'est pas brevetable, mais c'est une méthodologie de collecte qui est technologiquement un peu plus innovante, entre guillemets, qui permet de te différencier de la concurrence. Et par exemple, juste pour parler de notre application mobile, aujourd'hui, elle est en open source. Ça veut dire que, en fait, un développeur qui voudrait développer la même appli que nous, il peut récupérer notre code
et partir de notre code pour améliorer et faire une appli. Alors, je dégrossis parce qu'en plus, moi, je ne suis pas du tout technique, alors je dis peut-être n'importe quoi, mais en gros, elle n'est pas protégée. Cela dit, si j'ai bien compris, un développeur qui voudrait reprendre notre code et faire une appli avec notre code devrait aussi être en open source. Donc, en fait, on bénéficierait aussi de la compétence de ce développeur. Et en fait, nous, c'est vrai que quand on crée un service de consigne, on veut avoir un gros impact et en fait, on est une entreprise agréée ESUS, ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, ça veut dire qu'on poursuit une mission sociale et une utilité sociale avant la recherche des bénéfices. Du coup, de faire une appli qui serait bloquée et pas en open source, ça serait contraire en fait à l'utilité sociale qu'on recherche avec l'impact. Si un autre service de consigne à Bordeaux ou à Paris ou à Lille prend notre code et en fait une appli mieux et que nous, on peut en bénéficier après, why not? On n'est pas sur les mêmes territoires, etc. Donc, bon, c'est peut-être un risque à prendre aussi. Juste par rapport à ce que tu disais, Sébastien, les logiciels... Les logiciels peuvent être brevetables. Leur fonctionnalité, elle peut être brevetable. Enfin, c'est juste pour compléter voilà, ce que tu disais. C'est une connerie. Non, je ne voulais pas mettre ça en avant. C'est pour info, on ne le sait pas forcément. En fait. Okay. Sébastien, on ne se connaît pas, mais échange avec Estelle, elle est top. C'est une ancienne collègue. Elle est top. Tu m'as reconnu? Oui, je t'ai reconnu. C'est grillé. Oui, pour Diano. Est-ce que vous avez réussi à faire bouger les lignes sur des codes pour l'accessibilité aux personnes mobiles? Là, on travaille avec les offices du tourisme, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Loire, bientôt avec le SMAC. Donc, toutes les collectivités sont très intéressées. Donc, on pense qu'on travaille vraiment bien. Oui. Donc, oui, c'est un produit intéressant. Juste pour dire encore une chose sur le brevetable ou pas. En fait, qui arrive en premier à gagner. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est pas... Il y a plein de sociétés, qui copient les idées des autres. Donc, c'est vraiment faire un premier et jamais regarder derrière ce qui se passe. Il y a toujours milliers de concurrents qui arrivent tous les jours. D'abord, bravo. Merci. Une autre question. L'innovation sociale implique la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment les utilisateurs. Comment cela se caractérise dans votre organisation respective? Pour vous. Pour toi, Laurent. Non, c'est pour toi. La fin de la question, comme on entendait ici, on a un peu lâché l'attention. Qu'est-ce que tu fais là? Et je te réponds toujours en premier. Qui a posé cette question? Karine. Karine doit être chercheuse. Je prends la parole parce que les entrepreneurs fatiguent. Non, il y a une dimension qui est intéressante dans l'innovation sociale. Laura, tu l'as cité tout à l'heure, c'est le côté gouvernance partagée. Donc là, je vais parler de mon organisation, donc Rhône-Alpia, enfin celle dont je fais partie. On est 25 salariés, c'est une association. Lorsqu'on va, donc nous, on fabrique, pour simplifier, des incubateurs, donc des structures d'accompagnement pour les entrepreneurs, comme Daba ou Andiamo. Lorsqu'on va aller sur un nouveau territoire, au lieu d'arriver et de dire, voilà, nous, on sait faire un incubateur, il nous faut un local, un peu d'argent et des entrepreneurs, et boum, c'est ce qu'on ne fait pas. On va jouer plutôt au collectif. Donc, on va mettre en place une gouvernance locale, territoriale,
Et autour de la table, on va essayer d'inclure la collectivité, donc la Comcom par exemple, Pôle emploi, d'autres associations, d'autres structures d'accompagnement. Et en fait, et souvent, parfois, ils se parlaient pas tant que ça dépend des territoires, mais ça arrive. Moi, je nous envoie un peu des fleurs. Et on leur dit, bon, qu'est-ce que vous savez faire sur le territoire? Est-ce que vous répondez à tous les entrepreneurs qui sont sur votre territoire? Il arrive qu'il n'y a pas d'offre pour les entrepreneurs dits sociaux, donc ceux à impact social ou environnemental. Et nous, Rhône-Alpien, on leur explique, voilà, nous, on est capable de répondre à ce type de besoin-là. Donc, on peut construire tous ensemble une nouvelle offre d'accompagnement sur votre territoire. S'il s'avère que ce besoin est déjà satisfait, il n'y a pas besoin de nous et du coup, on laisse les acteurs locaux continuer ce qu'ils savent faire. Et je pense que Gaïa ou Alter Inclub, c'est un petit peu le même esprit. Tu veux... Je vois Laura de Alter Inclub. Je me permets de prendre la suite juste pour compléter, parce que dans ce que j'ai compris aussi de la question qui a été posée par Karine, c'est en gros concrètement comment on fait pour inclure les usagers, les bénéficiaires au projet qui se construit. Et en fait, c'est tout l'intérêt justement de l'innovation sociale, tout l'intérêt de construire avec le territoire et ce dont je parlais tout à l'heure, de valider vraiment que la solution proposée est toujours en adéquation avec le besoin. Et finalement, une offre, vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer des entrepreneurs, mais la solution que vous proposez, il y a toujours des allers-retours justement avec les usagers, les bénéficiaires, et on est vraiment sur une offre qui est co-construite en fait avec le territoire. Contrairement dans une entreprise plus classique justement où on peut proposer, on peut créer un besoin ou répondre à un besoin d'une certaine manière sans forcément prendre en considération vraiment pas juste la tendance du marché, mais vraiment les besoins des usagers et bénéficiaires. Je ne sais pas si vous voulez faire un retour. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois, moi, dans le projet là-bas, sur la construction des restos et les constructeurs. Bah, parfait. C'est ça. On est bien. Quels sont les indicateurs à mettre en place pour s'assurer de la pérennité de son innovation? Alors, du coup, on a la pérennité en termes d'impact et la pérennité en termes financiers, je pense. Nous, en termes d'impact, on est assez calé dessus. Je pense qu'on est plus mauvais financier quand on est entrepreneur social que mauvais, on va dire, calculateur d'impact. Nous, depuis le début, déjà, en termes d'impact, on suit tous les déchets qu'on a évités. Donc, quand je vous dis 40 000 déchets évités en 1 an et demi, ce n'est pas sorti du chapeau. On a des documents pour suivre avec nos restos, des fichiers Excel, etc. On a des indicateurs de performance qui sont assez précis dans ces domaines-là. Après, là où on est parti sur plus boule de cristal, on va dire, c'est à quel moment notre initiative elle va être rentable, à quel moment on va pouvoir passer à un modèle où la trésorerie elle est vachement générée par les aides, les subventions, les concours et un peu quand même de chiffre d'affaires, à un modèle où c'est bon, on est à l'équilibre et où on atteint notre seuil de rentabilité, où on en vit et qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure. Pour l'instant, on calcule finement avec des indicateurs, par exemple le volume de contenants qu'on peut laver en une année, combien il en faut en une année pour être rentable sur l'activité lavage, combien d'entreprises il faut qu'on accompagne avec des prestations de conseil, on sait notre tarif jour, combien il faut qu'on accompagne pour atteindre nos objectifs financiers fin 2022, voilà, j'ai n'importe quoi, quelques exemples. Combien il faut qu'on ait de restos dans le réseau pour que le réseau de restaurateurs il soit à l'équilibre aussi de son activité, que ça puisse rémunérer quelqu'un et que ça tourne, ça soit rentable dans ce sens-là. Donc voilà, c'est tout ce qui est prévisionnel financier et objectifs commerciaux liés en fait aux objectifs, au plan de financement et aux prévisionnels financiers, je vais y arriver, qu'on se fixe. Et du coup, on se fixe des objectifs commerciaux plutôt ambitieux parce que c'est vrai que pour l'instant, le réemploi, ça a du mal à décoller en termes de contrats signés. Et là, il faut vraiment qu'en 2022-2023, on arrive à aller chercher des collectivités, des grandes entreprises de la restauration
par exemple des frigos connectés. Alors les frigos connectés, je ne vais peut-être pas tout expliquer, mais bon, c'est en gros un distributeur de plats du jour qui est dans les locaux, dans les écoles, dans les entreprises, comme un peu les boissons que vous avez aujourd'hui, mais un peu plus évoluées. Et voilà, où on trouve ces entreprises de la restauration qui vont avoir besoin de lavage, vont avoir besoin d'accompagnement et vont nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires récurrent sur des contenants utilisés, mis à disposition, loués et lavés, quoi. On a deux mesures d'impact directement auprès de nos bénéficiaires. C'est un peu moins mesurable parce que nous, c'est un peu moins quantifiable parce que c'est de l'humain. Donc, c'est en fait faire avoir des retours utilisateurs vraiment sur le ressenti, est-ce qu'ils se sentent plus autonomes, est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité. Ça, c'est des choses un peu plus qualitatives. Donc, nous, ça passe par des interviews utilisateurs qui nous demandent du temps. Et une vraie mesure d'impact qualitative, ça demande du temps. Et ça demande du temps. Et du coup, c'est assez compliqué au début quand tu te crées de monétiser, entre guillemets, cette mesure d'impact. Parce qu'ils attendent d'abord que tu délivres le service. Et la mesure d'impact, c'est vraiment la dernière étape. Du coup, c'est joli de mettre cette mesure d'impact, mais il faut que tu fasses tout le travail d'avant, que ce soit bien rémunéré pour la faire. Tu ne peux pas faire la mesure d'impact dès le début. Et donc, du coup, comme ça arrive à la fin, c'est un peu, entre guillemets, la flemme, et ça demande du temps et de l'énergie. Et si tu veux ne pas l'externaliser, parce qu'il y a des vrais cabinets qui sont spécialisés là-dedans, mais ça coûte une blinde, donc il faut avoir les fonds. Donc, si tu veux le faire en interne et prouver et donner envie en disant nous, on est capable de gérer cette chaîne de valeur jusqu'au bout, jusqu'à la mesure d'impact, il faut avoir du temps. Non, et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait un impact aussi auprès des collectivités parce qu'ils mettent beaucoup d'investissements pour aménager des trottoirs, des arrêts de bus. Et nous, tout le travail de collecte pour alimenter notre GPS, on s'est rendu compte que après la collecte, en fait, on avait fait un diagnostic, un audit de l'accessibilité piétonne de la ville. Et déjà, cette donnée-là brute pouvait être valorisée auprès des collectivités pour qu'ils orientent mieux leur politique d'aménagement, des travaux. Parce qu'aujourd'hui, ils font leur politique d'aménagement de l'accessibilité, ils le font un peu au pifomètre, parce qu'ils n'ont pas en fait une vue d'ensemble globale de la ville, de l'accessibilité piétonne de la ville. Et donc là, on a un impact également aussi pour que d'année en année, là c'est ce qu'on va essayer de mesurer, est-ce que la ville, grâce à nous, grâce à l'audit, a réussi à faire des travaux de manière plus ciblée, a réussi à optimiser son budget, dépenser moins mais mieux. Et ça, du coup, on pourrait le mesurer et savoir quelles sont les économies réalisées par la métropole grâce à nous et peut-être trouver un modèle économique lié aux économies réalisées par les collectivités. Donc, l'impact peut être double auprès des clients, mais aussi auprès des bénéficiaires utilisateurs. La question, en fait, c'est un peu la suite sur les impacts. Mais qui serait plus tourné sur les organismes d'accompagnement. Vous avez parlé justement de savoir mesurer ces impacts. Est-ce qu'il y a des organismes qui vérifient que les impacts des indicateurs et des résultats attendus sont vraiment atteints? Qui vont mettre des grandes promesses en ligne, pas forcément les respecter derrière. Donc, comment vous savez aussi vérifier et accompagner les startups pour qu'elles savent vraiment se mettre en avant et pas faire non plus de l'émotion Du coup, donc, c'est une bonne question parce que c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de... Des fois, il y a de très belles phrases, il y a beaucoup de belles constructions, mais derrière, c'est creux. En fait, ça va dépendre vraiment de la source de financement déjà. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va répondre à un appel à projet, parfois, ça peut être exigé d'avoir des mesures d'impact déjà mises en place et puis derrière, il peut y avoir des contrôles. Des fois, ils peuvent missionner un expert qui va venir du coup contrôler les indicateurs, quelqu'un d'externe qui va venir et qui va effectuer ces missions-là. Donc, il faut bien regarder les contrats. C'est ce que je peux vous conseiller déjà quand vous signez un contrat. Et après, en fait, ce que je pense, alors oui, ça prend du temps, ça demande du temps, mais je pense qu'il faut quand même commencer à les concevoir très, 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 très rapidement
Et pour ça, ça demande une prise de recul. Ce n'est pas forcément simple, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, on a souvent le nez dans le guidon, mais c'est finalement important. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des associations, il y a des acteurs comme Scope, comme nous, on est là aussi, ou comme Ronalca d'ailleurs aussi. On est là pour parfois challenger le projet, mais aussi c'est aussi pour permettre à ce projet-là de prendre de la hauteur sur son projet, d'arriver à dire, ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, on peut avoir aussi un impact pour les collectivités. On s'en était pas forcément rendu compte au début, mais du coup, c'est vrai qu'avec cette prise de recul-là, on arrive à le voir. Et après, il y a aussi des aides, justement, je parle de financement, mais il y a aussi des aides qui sont là. Alors, quand vous candidatez, par exemple, à la bourse French Tech, potentiellement, vous pouvez demander à intégrer dans les dépenses éligibles un petit diagnostic sur l'impact. Ça peut se tenter. En fait, quand vous avez un appel à projet où vous pouvez mettre des dépenses éligibles, bah, vous pouvez potentiellement faire financer aussi ce type de dépenses par l'accompagnement d'un cabinet pour vous faire accompagner là-dessus. Et par exemple, BPI, ils sont aussi ce qu'ils appellent le diagnostic impact. Donc, typiquement, ils financent la moitié d'une prestation. Il me semble que c'est 4 ou 5 000 euros. Donc, ils financent la moitié. Donc, ça fait l'autre moitié pour l'entreprise. Donc, voilà, il y a des aides comme ça qui existent qui permettent justement de… Oui, ça demande du temps. Donc, des fois, il faut se faire accompagner. Et du coup, on a des aides qui sont ouvertes aussi à ce niveau-là. Je dis juste un mot sur les indicateurs et je vous laisse la parole. Pour faire simple, dans l'ancien monde, les indicateurs demandés, c'était le nombre d'emplois créés, le chiffre d'affaires créé par les entrepreneurs accompagnés, par exemple, pour nos structures d'accompagnement. Aujourd'hui, nous, on milite pour que les indicateurs deviennent plus qualitatifs, comme disait Sébastien plus tôt. Et ça peut être, par exemple, déchets évités, sensibilisation du public et de quelle manière. Ça peut être des gamins sensibilisés à l'écologie ou autre. Voilà. Et tout ça, c'est un travail de fond à faire auprès des financeurs que Mathieu vient de citer, auprès des entrepreneurs aussi, qui doivent assumer de mettre en avant des choses, pas forcément création d'emplois, etc. Je veux dire, d'abord, vous existez depuis 1 an et demi, 2 ans, vous n'avez pas créé 50 emplois comme le ferait une start-up parisienne ultra financée, mais en fait, vous avez un impact sur le territoire qui est, selon moi, beaucoup plus intéressant qu'une start-up qui fait du digital et qui vend ses produits aux États-Unis ou en Chine. Donc, voilà, il faut arriver à faire changer les regards, mais les institutions commencent à accepter ça et commencent à financer la mesure d'impact. Donc, on va dans le bon sens. Et la question est bonne. C'est bon, c'est bon. Alors, du coup, tu as déjà un petit peu répondu, c'était début aussi de ma question, mais ça permet d'aller plus loin. Du coup, c'est la destination de Laura, Mathieu et Julien. Je voulais savoir aujourd'hui quelles sont les évolutions de l'innovation sociale. Est-ce que, par exemple, en termes de financement, on a vu les financements apparaître de manière plus exponentielle, plus en social, des projets technologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus d'entrepreneurs qui essayent de se faire incuber pour des enjeux sociaux que pour d'autres projets? Quelles sont les évolutions globalement de l'innovation sociale? Tu veux répondre sur la partie financement? Sur la partie financement. Du coup, donc, sur la partie financement, l'innovation, en fait, c'est une question intéressante parce que justement, il y a eu, il me semble que c'était en octobre ou novembre, il y a eu sur Sharing Grenoble organisé par GEM, et ça a été un sujet qui a été abordé. Et ils ont comparé les entreprises très technologiques et les entreprises sociales. Et ils ont aussi, du coup, ils ont comparé leur niveau de financement. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sociales sont quand même sous-financées par rapport aux entreprises technologiques. Donc, du coup, aujourd'hui, les grands appels à projets qui financent beaucoup l'innovation, ça reste quand même des appels à projets orientés sur la technologie. Et c'est encore la tendance qui est donnée par la France. Et notamment, l'État, ils ont un grand plan Deep Tech avec énormément des centaines de millions d'euros pour financer les futures licornes françaises. Et la plupart, elles sont aujourd'hui technologiques. Et du coup, le côté social, finalement, ça reste des financements assez… il y a très peu de gros financements de l'État
orienté vers ces projets-là, même si ça existe. Donc, par exemple, il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt sur la fabrique de territoire, avec aussi au niveau des tiers-lieux, ça a été un grand outil de financement, doté de plus de 50 millions d'euros, par exemple, qui a été mis en place. Donc ça a été très intéressant, ça a permis l'émergence d'énormément de tiers-lieux au niveau du territoire. Donc bon, des fois, il y a des fonds comme ça qui arrivent, mais ça reste quand même par rapport au reste, ça reste moins important. Et pour prendre la suite de ce que tu dis, ce qui est assez quand même paradoxal, parce que je ne sais pas si tu le constates aussi à Ronalpia, mais du coup, il y a quand même une tendance dans l'entrepreneuriat qui est de plus en plus tournée vers l'innovation sociale. Enfin, c'est une problématique qui est quand même présente au sein des entrepreneurs. Et aujourd'hui, entreprendre sans même prendre en considération, alors sans parler d'innovation sociale, mais les externalités négatives ou ce genre d'indicateurs, c'est quand même assez rare. Donc, c'est assez paradoxal finalement. Et je pense que c'est tout l'intérêt du mouvement. Tout à l'heure, vous disiez, je le rattache à les entrepreneurs disaient donc qu'ils n'avaient pas l'impression d'être dans l'innovation sociale, mais je pense que c'est important de défendre et de le clamer en fait, que vous êtes dans l'innovation sociale, que ça existe, qu'il y a un mouvement de plus en plus présent pour que derrière justement les financements puissent suivre et les collectivités, le département, les financements publics, privés, etc. Je réponds aussi Allez, j'improvise. Non, je crois que la deuxième partie de ta question, c'était est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont vers l'innovation sociale, c'est ça En fait, je ne sais pas s'il y en a moins dans l'innovation classique, mais en tout cas, dans l'innovation sociale, il y en a de plus en plus. Enfin, la tendance est de plus en plus forte. Et comme le disait Laura, même dans le projet, à la limite, le moins social ou environnemental qu'on voit, il y a quand même des valeurs plus fortes, je pense, qu'avant. Nous, récemment, là, on a fait un appel à projet pour notre promo 2022. On fonctionne par promo d'entrepreneurs. Et on a eu plusieurs profils, anciens ingénieurs en reconversion, qui ne connaissaient rien à l'innovation sociale ou l'économie sociale et solidaire dans laquelle on se trouve, mais qui ont en fait des valeurs fortes et qui ne savaient pas comment les transformer, les incarner dans leur projet, en termes juridiques, financiers, en décisions un peu stratégiques. Et donc, en fait, un accompagnement, comme on peut le trouver ici, permet de transformer ces valeurs-là dans un projet entrepreneurial. Et l'exemple de Marion, Sébastien et Marco, eux, ils sont plus jeunes, ils ont entre 25 et 30 ans, un peu plus pour Marco. Et en fait, eux, vu ils ont été diplômés assez récemment, c'était quasiment naturel de monter une boîte avec ces valeurs-là directement incarnées dans le projet. Mais ce n'était pas le cas forcément des générations d'avant. Donc, en tout cas, vu de Ronalpia, je pense d'Alter Incube et Gaïa, le mouvement va dans le bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, on prend l'école de commerce de Grenoble ou l'IAE juste à côté. Sur 100 étudiants qui veulent monter une entreprise, j'imagine qu'il y en a au moins 80 qui y mettront de l'impact social ou environnemental. Statistique, breaking news. Dernière question. Merci. À quel moment de son idée doit-on se rapprocher d'un incubateur? Bon, je fais la réponse de l'incubateur et puis je laisse la parole à qui veut. Un incubateur, c'est un peu comme à l'hôpital, c'est pour les bébés. Non, mais à la base, ça vient du secteur médical et c'est un bébé qui manque d'oxygène et de nutriments et qui a besoin d'être surveillé. Donc, j'ai envie de dire que c'est au début du projet, quand le projet n'est pas encore tout à fait viable et qu'on a besoin d'aide pour trouver des financements, d'aide pour structurer son idée, d'aide pour trouver un ou une associée. Donc, vraiment, incubateur, le terme incubation, c'est vraiment ça. Maintenant, Ronalpia, par exemple, nous, on s'appelait incubateur au tout début. Les deux filles qui ont fondé Ronalpia, elles ont fondé un incubateur. 9 ans plus tard, on essaye de plus s'appeler incubateur.
On n'a pas vraiment trouvé de nom, on dit structure d'accompagnement, mais ce n'est pas très sexy. Et en fait, on a des programmes pour des projets plus avancés. Par exemple, des Andiamo ou Daba, ils ont 2 ans d'existence ou plus. Ils ont déjà des employés, du chiffre d'affaires, des partenaires, etc. Donc, ils n'ont pas besoin de ce dont a besoin un entrepreneur au tout départ. Ils ont besoin d'autres choses, peut-être plus de financement, plus de conseils juridiques. Voilà, donc on va voir un incubateur, ça dépend de son stade d'avancement. Mais j'imagine que la question, c'est pour une personne qui porte tout juste un projet. Donc, idéalement, allez, pour être hyper concret, tu as une idée, tu as déjà fait ce qu'on appelle un benchmark, donc tu as déjà regardé un petit peu où est-ce qu'elle existe ailleurs dans le monde, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et idéalement, nous, on prône ça, c'est l'expérimentation. Tu as déjà testé d'une manière ou d'une autre ton produit ou ton service. Tu n'as pas passé 1000 heures devant Google enfermé dans ta chambre, tu es allé sur le terrain. Donc, si tu veux aider les personnes âgées, tu es allé voir les EHPAD de ton territoire et tu es allé proposer ton aide. Si c'est pour l'alimentaire, eh ben, tu es allé voir les épiceries ou les restaurants de ton quartier, tu es allé proposer ton aide, etc. etc. C'est un peu la démarche d'expérimentation, co-construction dont parlait Laura. Est-ce que quelqu'un veut compléter côté Excusez-moi, je sais que je ne suis pas du tout de Grenoble ni de la région, je m'en excuse. Personne n'est parfait. Excuse, mais par contre, je suis intéressée par votre sujet tenu par Estelle. Par contre, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas, oui. Le seul truc, c'est que j'aimerais vous dire, des incubateurs, des fois, même sur des grosses sociétés, ce qui est mon cas, même sur, voilà, ça peut vous apporter énormément de choses, ne serait-ce qu'en moyen de fonctionnement, en moyen de prototypage, en moyen de plein de choses. Alors, c'est vrai que c'est, comment dire, ça peut sembler dévalorisant de dire qu'on est en incubation ou en désincubation, peu importe. Ceci dit, ça donne énormément de moyens via les industries, via les universités, et profitez-en, vraiment profitez-en. Entièrement d'accord. Quand on monte un projet, un incubateur, voilà, c'est aussi du réseau, un contexte pour expérimenter son projet. Après, pour peut-être parler d'un cas concret là-bas, quand est-ce qu'on a commencé à aller voir les incubateurs et notre parcours un peu dans l'incubateur rapidement. Donc, comme on mange à tous les râteliers, on a été incubé dans beaucoup de structures et surtout, on a fait, je crois, 4 programmes d'accompagnement chez Ronalpia. C'était en 2 ans. Du coup, le tout premier, c'était... moi, j'ai rejoint le projet d'ABA. Mon associé, Caroline, il travaillait depuis 3 mois à temps plein et avait fait une étude de marché 1 jour par semaine depuis quelques mois, alors qu'elle était encore salariée. Donc, je n'ai pas eu toutes les candidatures à faire chez Ronalpia. J'ai rencontré Caroline, elle avait déjà été prise chez Ronalpia. Et du coup, où elle en était, c'est qu'elle avait fait une grosse étude de marché, elle était allée faire des entretiens avec les restaurateurs et elle recherchait un ou une associée. Et du coup, je pense que chez Ronalpia, si elle ne m'avait pas trouvé, elle aurait pu peut-être aussi avoir des aides pour entrer dans un réseau, un écosystème local et social et peut-être trouver quelqu'un qui avait envie de se lancer avec elle. Donc voilà, là, on s'est lancé vraiment dans cette année d'accompagnement qui permet à la fin de vraiment travailler sur son business plan et sur tous les aspects marketing, juridique, comptable de son projet. Et ensuite, nous, on a été accompagnés sur la partie financement aussi par Ronalpia et la partie implantation quand on a voulu fusionner, quand on a inclus d'autres entrepreneuses dans notre projet qui étaient de Lyon, par exemple, et même de Savoie et Haute-Savoie, où en fait, c'était comment faire en sorte qu'on arrive à construire un collectif autour de nos idées et les projets qu'on avait plus ou moins lancés sur nos territoires. Voilà. Et après, on a rejoint au tout début l'incubateur de Grenoble École de Management qui est Incubagem. Alors, c'est la concurrence. Moi, je suis diplômée de l'IAE, donc, mais mon associé de GEM, donc ceux qui sont incubés, qui ont le droit d'être incubés chez GEM, c'est ceux qui ont été diplômés de l'école de commerce. Et c'est pareil, c'était exactement au tout début, comme c'est le même temps que Ronalpia, le premier programme qu'on a fait. Voilà. C'est vrai que tu as fait du placement de produits, tu devais placer tout le monde. Pour répondre à la question, je pense au plus vite possible rentrer dans un incubateur, parce qu'à chaque stade, il y a un incubateur qui est spécialisé dans une phase de développement et qui peut être
spécialisés dans un secteur. En LPA, c'est l'ESS, il y a d'autres incubateurs qui se disent plus spécialisés dans la tech. Par exemple, le village du Crédit Agricole ils se disent accélérateurs. Donc voilà, c'est pour une phase de développement un peu plus avancée. Et très vite, parce que du coup, on ne se rend pas compte, mais bon, c'est assez sexy de dire qu'on entreprend, se le dire à soi, se le dire à ses amis, mais on se retrouve très très vite assez tout seul, parce que du coup, tu te lances à 1, 2, 3 associés, tu fais des rendez-vous clients, tu vas sur le terrain, mais après, la plupart du temps, tu es quand même, il faut se le dire, hein, dans ta chambre ou dans ta colocation. Donc, être en incubation, c'est surtout être avec d'autres gens qui vivent les mêmes galères au même moment que toi. Ça te motive, ça te rassure que tu as des doutes et que ces doutes, en fait, tout le monde les a au même moment. Et honnêtement, ça permet de tenir, de rester motivé, surtout les premiers mois. En tout cas, moi, l'incubation, je l'ai vraiment vécu comme ça, comme une vraie source de motivation, de voir que d'autres gens galèrent, des gens ont des hauts aussi comme toi, et que du coup, il faut continuer à garder une bonne ligne de mire, parce que très souvent, tu peux du coup, chez toi avoir des envies parasitaires, dans le sens où tu te dis que tu ne peux jamais y réussir tout seul. Donc, franchement, il faut y aller au plus tôt, au plus vite dans ces incubateurs. D'accord. Le temps est écoulé. Donc, merci à tous les intervenants et merci à toutes les personnes présentes dans la salle et en ligne.